Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver avec Christophe. Salut Christophe. Bonjour à tous, bonjour. Nous allons présenter le bulletin astronomique pour la période du 31 août au 7 septembre 2025, la deuxième phase de la troisième lune des ténors hiver-sud, donc du premier quartier le dimanche 31 août à 8 heures. Attendez, j'ai l'heure sous les yeux, à 8h24, oui, c'est bien ça, à la pleine lune le dimanche 7 septembre à 20h08, et c'est le moment d'une éclipse totale de lune, dont la totalité, l'instant de la totalité, advient 3 minutes avant son lever chez moi. Donc, on va pouvoir profiter d'une lune éclipsée à son lever le dimanche 7 août, donc lever aux alentours de 20 heures, ça dépend où vous habitez en France, lever de la lune au coucher du soleil. Et donc on va regarder ça un petit peu plus près avec Stellarium. Enfin, préparez-vous dimanche 7 août à l'heure du coucher du soleil à aller observer la lune éclipsée. Là, elle est totale, l'éclipse. Donc la lune passe dans l'ombre totale de la Terre. Et bah, du coup, c'est très intéressant parce qu'elle sera particulièrement rouge à son lever. Alors bien sûr, ce sera dans un ciel encore clair, puisque la totalité s'achève à 9h moins 10 à peu près, 20h51 je crois. Et donc, bah, on aura l'occasion de voir une lune bien rouge, d'autant plus rougie, bien sûr, qu'elle sera au levant, mais beaucoup plus rougie que d'habitude. Voilà, alors c'est un beau spectacle à ne pas manquer. Il suffit d'avoir l'horizon est dégagé. Alors, on va faire un peu le résumé du reste de ce qui se passe cette semaine. Les grands événements de la semaine. Partageons l'affiche. Avant, je vous dis merci, hein. Merci à tous nos amis, tous nos abonnés. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Et ça fait plaisir, de plus en plus nombreux. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait et de nous soutenir d'un petit tip si vous le pouvez pour faire avancer la cagouille céleste. Car je suis Claire Henriot, chroniqueuse astronomie, animatrice également. L'été, je vous emmène sous les étoiles, voir le ciel en direct, prendre vraiment le contact pour de vrai, terre-ciel. Et tout au long de l'année, dans l'almanach des Faits Célestes, je vous fais la chronique de ce que vous allez voir. Préparez-vous à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas, tous les petits secrets de la mécanique céleste. Voilà, donc c'est parti pour cette semaine du 31 août au 7 septembre. Je partage l'écran. Nous allons d'abord voir la fiche résumée pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans la semaine. Voilà. Donc, c'est pas trop chargé en événements, vous voyez, sur une semaine. Donc, deuxième phase de la troisième lune des ténors hiver sud. Donc, premier quartier, dimanche 31 août à 8h24. La lune est dans le signe du Sagittaire, neuvième degré, le soleil celui de la Vierge. La lune est devant la constellation du Scorpion et le soleil celle du Lion. Alors, la lune est donc conjointe à l'étoile Antares du Scorpion. 12h26, donc 4 heures après le premier quartier, la Lune est conjointe à Antares, donc premier quartier de Lune, conjoint à Antares, une Lune très basse en latitude et en déclinaison, puisqu'elle atteint sa latitude minimale le lundi 1er septembre à 4h56, le ventre du dragon, 5 degrés en dessous du plan de l'écliptique, et puis elle atteint sa déclinaison minimale aussi, lundi 1er septembre à 23h56, l'écart entre latitude minimale ou maximale et déclinaison minimale ou maximale s'agrandit maintenant chaque, chaque mois. C'est un peu moins d'un mois, la variation aussi en latitude et la variation en déclinaison. La latitude, c'est la révolution draconitique de l'axe des nœuds. Et là, bah, c'est simplement sa montée-descente au-dessus du plan de l'équateur terrestre, donc céleste, c'est l'équateur terrestre prolongé dans l'espace.
avec l'amplitude de sa latitude en plus ou en moins. En ce moment, c'est en plus. Alors, donc, à partir de lundi premier, elle va remonter, hein. Le lundi premier, c'est là qu'elle culmine au plus bas dans l'hémisphère nord. Donc, chez nous, elle passe à peine 17 degrés de hauteur, même 16, donc à 45 nord à peu près. Et donc, à Paris, elle est encore plus basse, elle culmine à 5, 11 degrés, 11, 12 degrés. C'est vraiment pas haut sur le ciel. Donc, on n'a pas le temps de la voir beaucoup. Bien que, étant donné que nous sommes dans la deuxième phase de la lunaison, elle se lève dans l'après-midi, culmine en première moitié de nuit et se couche en deuxième moitié de nuit. Et puis à partir donc du lundi 1er septembre, elle va remonter dans le ciel et chaque jour, elle culminera plus haut. Elle entre donc dans le signe du Capricorne, signe qu'elle remonte, mardi 2 à 3h44. Puis elle entrera dans le signe du Verseau jeudi 4 septembre à 12h31. Elle rentrera alors dans les limites zodiacales jeudi 4 septembre à 16h11 car elle est hors limite zodiacale depuis le 30 août 4h04 hors limite zodiacale sud. Et donc jusqu'au 4 septembre 16h11, elle rentre dans les limites zodiacales, donc elle remonte en déclinaison. Je finis avec la Lune. Ensuite, elle entre dans le signe des Poissons samedi 6 à 17h54. Et nous arrivons à la pleine Lune dimanche 7 à 20h08. C'est l'heure de la pleine Lune. À 20h11, c'est l'heure du maximum de l'éclipse totale de Lune. Et à 20h14, c'est l'heure où elle se lève chez moi. Bon, c'est à peu près dans les mêmes eaux, bien sûr, en France métropolitaine. Donc, la pleine lune, elle est dans le 16e degré du signe des Poissons, la lune, le soleil de la Vierge, et la lune est donc devant la constellation du Verseau, le soleil toujours celle du Lion. Voilà, alors sur la fiche, je grossis un peu, j'ai marqué les différents instants de l'éclipse, donc en noir ce qu'on peut pas voir, en rose ce qu'on peut voir. Donc les instants de l'éclipse, c'est entrée dans la pénombre, P1, c'est début de la pénombre. C'est quand elle ombre dans la pénombre, ça c'est pas très remarquable, 17h28. Ombre, première entrée dans l'ombre. Elle commence à entrer dans l'ombre de la Terre à 18h27. Elle est totalement dans l'ombre de la Terre à partir de 19h30. C'est le maximum de l'éclipse à 20h11. Elle sort de l'ombre de la Terre à 20h52. Enfin, c'est la fin de la totalité, par contre. Voilà, c'est la fin de la totalité à 20h52. Elle sort complètement de l'ombre de la Terre à 21h56 et elle sort complètement de la pénombre à 22h55. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une belle observation et méditation à l'occasion devant ce spectacle de lever de lune éclipsée pour nos régions de France métropolitaine. Évidemment, pour ceux qui sont dans les Amériques au nord ou dans les Antilles, elle se lève du coup. Il fait encore bien jour au moment de l'éclipse de lune. Elle n'est pas visible pour eux. Il y a la carte dans l'article qui est en ligne, dont le lien est dans la description de la vidéo. Alors, que se passe-t-il donc aussi cette semaine? Nous avons notre Saturne qui est rétrograde, hein, depuis le 13 juillet. Elle était alors dans le deuxième degré du signe du Bélier, qui revient dans le signe des Poissons. Elle va y rester jusqu'au 14 février 2026 dans le signe des Poissons. Elle reprendra son mouvement direct le 28 novembre au 26e degré, dans le 26e degré du signe des Poissons. Donc à nouveau Saturne dans le signe des Poissons jusqu'au 14 février. Et puis nous avons Uranus, Uranus qui va se mettre à rétrograder. Alors Uranus atteint sa déclinaison maximale parce que c'est un peu corrélé avec les rétrogradations, les variations en déclinaison et en latitude, plus ou moins corrélées. Samedi 6 à 5h14, Uranus atteint sa déclinaison maximale, elle est en déclinaison nord puisqu'elle est dans le signe des Gémeaux, donc 20 degrés au-dessus du plan équatorial. Et bon, ben, elle monte, globalement, elle monte légèrement en déclinaison avec des minimums. Le dernier, c'était le 29 janvier à plus 18, et le prochain sera le 2 février à plus 19-24, donc un peu plus haut que le minimum précédent. Et puis du coup, elle devient rétrograde à 6h50 dans le plan écliptique. Et donc, elle va être rétrograde Uranus, hein, jusqu'au 3 février 2026. Elle reviendra
dans le 28e degré du signe du Taureau. Et donc, elle va être en Taureau du 8 novembre au 28 avril. Et elle achèvera sa boucle de rétrogradation le 21 mai. À part ça, alors donc deux mouvements importants de nos planètes rapides, mouvement ou du moins marche arrière d'Uranus, et puis bah, les deux, Saturne marche arrière revient dans le signe des Poissons, Uranus se met en marche arrière. Ensuite, il y a Vénus qui en héliocentrique entre dans le signe du Cancer, tandis que Mercure en héliocentrique est entré dans le signe du Lion le 3 septembre. Vénus entre dans le signe du Cancer le 6 septembre. C'est en héliocentrique, hein, c'est en bleu. En héliocentrique, Mercure atteint sa latitude maximale, donc par rapport au plan de l'écliptique vue du Soleil, le samedi 6 à 19h04. C'est toujours 7 degrés au-dessus quand c'est maximal, en dessous quand c'est minimal. Voilà, précédent minimum le 3 août, prochain le 30 octobre, moins 7, plus 7 le samedi 6 septembre, moins 7 le 30 octobre. C'est toujours dans le 19e degré du signe du Lion en héliocentrique. Et du coup, en géocentrique, elle l'atteint aussi peu de temps après, dimanche 7 à 13h45. Donc 1 degré 47 seulement au-dessus du plan de l'écliptique en géocentrique. C'est variable, ainsi que le degré de longitude où ça se passe. Donc là, actuellement, Mercure sera dans le 10e degré du signe de la Vierge et elle est devant la constellation du Lion depuis la semaine dernière. Voilà, alors ça c'est les événements de la semaine. Donc on va aller voir tout le ciel, ce qu'on voit dans le ciel, bien sûr, et la lune de nuit en nuit avec Stellarium, autre petit événement. Donc on va avoir de la lune à apprécier. Ah bah tiens, ça fallait que je l'enlève. C'était le 30 août, j'ai oublié. Les librations de la lune, alors donc on voit le jour qui se lève, n'est-ce pas, sur la lune. Le 31 août, aux alentours de 23 heures, elle était sa libration maximale en latitude. Ça veut dire qu'elle nous présente le plus de nord, c'est normal. Elle est en latitude, elle est à son maximum de latitude sud, donc elle nous montre plus de nord. Et on pourra assister au lever de soleil sur la Lune. Donc à ce moment-là, sur Ptolémée, Alphonsus et Azarchel qui font un trio. Et puis en longitude, le 5 septembre, ça veut dire minimum en longitude, elle nous présente un maximum d'ouest. Et là, c'est vers 5 heures du matin. Donc dans cette nuit-là, on peut assister au lever du soleil sur la vallée de Schroeter. On verra les images. Il y a des étoiles filantes encore, hein. Il y a les Origides qui ont leur maximum le 1er septembre, donc radiant dans la constellation du Cocher. Et puis il y a des nouvelles Perséides, c'est les Epsilon Perséides de septembre, enfin, elles ne sont pas nouvelles, mais c'est les deuxième essaim de Perséides. C'est pas les mêmes que celles du mois d'août. Donc maximum 9 septembre, les Iota Aquarides Nord, Nord, le maximum est passé, donc constellation du Verseau, et les états éridanides, c'était passé aussi le 7 août, et donc de l'Éridan qui se lève en fin de nuit avec Orion et tout ça. Ben, Jupiter, voilà, vous pourrez voir le 3 septembre vers 4 heures, vous avez un triangle. Non, elles sont alignées. Ah, j'ai encore mis non, un triangle. Je me demande si je me suis pas trompé. Bon, il me semblait qu'elles étaient alignées dans l'ordre naturel. Et là, j'ai marqué Io, Europe et Callisto, triangle à l'ouest, ça devait être la semaine dernière. Bon, bah voilà, j'ai révisé un petit peu avant de publier définitivement. Merci de vos remarques, hein, aussi, quand vous remarquez des trucs, bon, ça c'est un peu spécial, mais il y a des fois des trucs très très simples. Et puis, je suis tellement dedans que je dis une grosse bourde, n'hésitez pas à me corriger. Vous gagnerez des bons points. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On peut revoir la lumière zodiacale, évidemment, si vous avez un ciel parfait, avec en altitude, enfin toutes les excellentes conditions pour d'un beau ciel, la lumière zodiacale est visible avant l'aube. Donc, elle est devant le Cancer, les Gémeaux, et la Voie lactée, c'est le cône de particules qui se trouve dans le plan de l'écliptique et qui diffuse la lumière solaire. Ça fait un cône de lumière donc qui s'élève devant les constellations, du coup, au levant.
L'étoile Régulus sort du champ de Lascaux C3 le 31 août. L'équation de temps est nulle le 1er septembre. On va vers le second minimum de l'année, qui est le 2 ou le 3 novembre. Et donc le jour, le midi moyen est de plus en plus tôt par rapport au midi vrai. Et puis l'étoile faux maillot du poisson austral qui passe au méridien à minuit le 6 septembre. Donc nous allons sur Stellarium pour voir tout ça en vrai. Donc on va commencer le 31. Donc là j'ai laissé l'heure courir. Je vais arrêter l'heure pour pouvoir choisir l'heure que je veux, le faire avancer. Là c'était en avance automatique. Donc le soleil va se coucher le 31 août, dimanche 31 août. Vous voyez, il se couche de plus en plus près de l'ouest, se couche de plus en plus tôt aussi, bien sûr. Donc chaque jour un petit peu plus près de l'ouest. Au solstice d'été, il se couchait au nord-ouest. Puis chaque jour, comme sa course diminue, en apparence, ben, il se couche de plus en plus vers l'ouest. Le jour de l'équinoxe de septembre, donc le 22, je pense, il se couche pile à l'ouest. Et puis après, il continue à se coucher de plus en plus vers le sud-ouest jusqu'au solstice d'hiver. Tout ceci dans notre hémisphère nord, à 45 degrés de latitude nord. Voilà, c'est typique. Couché au nord-ouest au solstice d'été, couché au sud-ouest au solstice d'hiver. La même chose du côté du levant, bien entendu. Donc levé au sud-est le jour du solstice d'hiver et levé au nord-ouest, au nord-est le jour du solstice d'été, c'est de l'autre côté, bien entendu. Eh ben tiens, donc on va voir la Lune, puisque c'est le premier quartier, le 31, elle culmine à peu près au coucher du soleil, donc demi-lune, hein. Le jour se lève sur la Lune, là il est au milieu de la mer des pluies, donc c'est là qu'on va voir le cratère, la série de cratères. Si je grossis, on les verra peut-être, mais on va mettre 1 heure de plus, voilà. Euh, Ptolémée, Alphonsus et Azarchel, vous voyez, le soleil se lève, donc éclaire de plus en plus. Donc ces côtés-là sont à l'ombre et ça, c'est éclairé par le soleil levant qui vient de là. Nous voici donc le 31, 21h14. J'affiche les constellations. La Lune est devant la constellation du Scorpion et c'est déjà le Sagittaire qui s'appointe au sud, qui se pointe à sa culmination. Vous voyez, comme ils sont bas. Et vous voyez comme la Lune est basse. Hauteur 14 degrés, elle culmine le 31 à 19h58, voilà, à 16 degrés de hauteur. Et le lendemain, elle est passée, elle s'approche du Sagittaire, elle culmine à 20h50, voilà, à même pas 16 degrés de hauteur. Donc le 1er septembre, c'est le jour où elle culmine le plus bas. Elle est gibbeuse croissante, n'est-ce pas, hein, j'ai pas dit. Et paf, alors qui c'est là déjà? Ça c'est Platon. Lui, excusez-moi, je n'ai plus de souvenir. La veille, on a regardé Ptolémée, Alphonsus et Azarchel. Vous voyez, en une journée, le soleil s'est levé de tout ça sur la Lune. Donc, une Lune qui va se coucher quand même rapidement, qui monte pas haut dans le ciel, mais à partir du 1er septembre, de plus en plus haut. Donc, ben, nous sommes le 1er septembre. Voilà. La Lune est devant la constellation du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le ciel? Petit tour de ciel. Donc du côté de l'Est, Sud-Est s'élève le Capricorne, le Verseau. Saturne est déjà levé, hein. Saturne va être à l'opposition le 21 septembre, le jour de l'équinoxe. Saturne et Neptune, c'est le 23, car Neptune se trouve tout près de Saturne. Donc en début de nuit, Saturne et Neptune se lèvent. Nous sommes très contents. On a eu l'occasion du coup de voir Neptune au télescope facilement. Elle est facile à trouver cette année avec sa proximité avec Saturne. Voilà, non, elle est là. Petite bille verte, bleu-vert, qui brille moins fort que l'étoile ici, hein. Neptune, c'est magnitude presque 8.
7,8 et 7,8 et là, l'étoile, elle est magnitude 7, par exemple, ou 6. Donc, mais on reconnaît un petit disque, voilà, si on grossit assez. Quant à Saturne, bah, bien sûr, magnifique à observer. Donc, si vous avez un petit instrument, voilà, avec une flopée de satellites, on voit très facilement Titan, toujours. Après les autres, c'est plus délicat. Voilà, donc du côté de l'Est, dès le début de la nuit, s'élève Saturne, sous donc ce qu'on voit, le grand carré de Pégase, hein, les poissons, vous attendrez le milieu de la nuit sans la lune pour bien les voir, parce que sinon, ils sont trop discrets, mais très élégants. Et puis, voilà, Pégase, ils ont marqué le pan, mais c'est une erreur, c'est Pégase, et Andromède, avec la belle galaxie d'Andromède. Ah, voilà, un objet qu'on observe aussi dès que le ciel nous le permet, facile à voir, le seul objet du ciel visible à l'œil nu qui n'appartienne pas à notre galaxie. Voilà, du côté du nord s'élève Persée, sous Cassiopée. Donc, bah, Cassiopée est opposée à la queue du chariot, enfin à la tête du chariot ou queue de l'ours, Alcaïde, n'est-ce pas, un grand ours qui pique du nez vers le sol en début de nuit. Et donc, l'étoile polaire qu'on trouve dans l'alignement des gardes, ah ben justement, nous allons en parler. Dans l'alignement des gardes, donc les deux étoiles qui font le bout du chariot. Un, donc, on prend l'écartement entre les gardes. Un, 2, 3, 4, 5. Et on trouve le nord. L'étoile polaire qui nous indique que le nord, qui est la seule étoile qu'on ne voit pas changer de place dans le ciel. Décrit un micro petit disque parce que en fait elle est pas exactement dans le prolongement du pôle de rotation enfin du pôle de l'axe de rotation de la Terre, donc dans le prolongement du pôle nord géographique. Et il faut pas confondre avec magnétique, hein. Alors donc pôle géographique, c'est le pôle, c'est les pôles de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Et donc l'étoile polaire en est vraiment pas loin, quoi, à 20, une trentaine de minutes d'arc, un demi-degré. Donc en réalité, elle décrit un tout petit cercle qui sera le plus petit à la fin de ce siècle. Et puis après, la direction du nord dérivera de plus en plus vers Céphée, alors il y a 5000 ans, je vous montre l'étoile polaire, c'était Tuban du Dragon ici. Et donc c'était l'étoile polaire il y a 5000 ans. Et aujourd'hui, c'est elle l'étoile polaire. Ceci est dû à la précession des équinoxes qui fait aussi passer de l'ère des poissons à celle du Verseau. C'est pour la même raison. C'est le mouvement de toupie que fait l'axe de rotation de la Terre justement devant les étoiles autour du pôle de l'écliptique qui se trouve dans les écailles du dragon par ici. Le dragon. Voilà, ce magnifique dragon. Donc le pôle de l'écliptique, je ne sais pas si je ne vais pas me tromper pour l'afficher. Qu'est-ce que je dois mettre? Un peu, je ne sais plus. Et ça, c'est équatorial. Z, c'est azimutal. Non. Donc, tant pis. Je sais qu'il est par là. Précisément. Donc, le dragon qui part entre les deux ours, contourne la petite ours, retourne complètement sur lui-même, se S, et s'achève en un losange avec l'étoile Iota d'Hercule. C'est Iota, je crois. Qui, voilà, ça dessine un losange, donc la tête du dragon, avec Hercule qui lui fait face et qui lui tient tête. Voilà du côté du nord, donc. Alors à l'ouest, ben, s'en va Arcturus du Bouvier, hein, qui est une étoile importante, puisque c'est une des premières qu'on remarque dans le ciel d'été, qui s'allume avec Végas, qui s'allume en premier, du moins en été. Là maintenant, c'est la fin de l'été. Arcturus est de plus en plus bas en début de nuit. Donc avec le Bouvier, la couronne boréale, Hercule, voilà, tout ça c'est sur le couchant déjà dès le début de la nuit. Et puis on revient vers le sud et on va suivre un peu notre lune jusqu'au... On va faire le... Ah oui, non, on va peut-être faire... Attendez, on va faire le nord. Ah oui, j'avais un truc à vous montrer au nord d'abord. On va aller jusqu'au 7 septembre avec la lune, parce que c'est justement le 6.
Allons-y. Donc, nous sommes le 1er septembre. Le 2 septembre, donc elle est devant le Sagittaire. Gibbeuse croissante, donc. Donc, elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi. Le 3 septembre, elle est encore devant le Sagittaire, tout près de Pluton. Elle est conjointe à Pluton. Je sais pas si je l'ai pas marqué sur ma fiche. J'ai juste oublié de le marquer sur ma fiche. Bon, ben, je l'ai pourtant bien marqué dans l'article. Bon, je vais pardon, je vais rajouter ça. J'ai oublié dans la fiche. Donc, elle est conjointe à Pluton, je vous dis à quel jour. Donc, c'est le 4 septembre à 15h29. Voilà. Elle est vraiment, elle occulte Pluton d'ailleurs pour l'Indonésie, Madagascar, le sud de l'océan Indien et l'Australie. Elle est vraiment à moins d'une minute de, en latitude de Pluton. Donc, elle occulte Pluton, qui est de toute façon invisible à l'œil nu. Mais comme ça, on le sait. Et donc, c'est le 4 septembre, après son entrée dans le signe du Verseau, bien sûr, puisque ça se passe dans le deuxième degré du signe du Verseau. Donc voilà, là, elle est à peu près conjointe à Pluton, c'est un peu plus tard. Si je cherche Pluton, on va voir où il est. Voilà. Donc, entre le, vous avez vu, elle est là, elle est par là. Zut, j'ai oublié, je l'ai effacé déjà. Voilà, elle est entre le Sagittaire et le Capricorne, officiellement devant la constellation du Capricorne. Donc la Lune, le lendemain, 4 septembre, elle est passée à gauche de Pluton. Elle est bien sûr de plus en plus grosse. Voilà, c'est là, je crois, qu'on va voir le Soleil. Ah bah non, c'est déjà passé, ça c'était le 31, pardon. Et donc, il y a un lever de soleil sur... Ah oui, la vallée de Schroeter, le 5 au matin. Donc, en fait, un tout petit peu plus tard dans la nuit, aux alentours de 0 heure, vous observez la Lune et vous pouvez remarquer, c'est par là-haut, le lever du soleil sur la vallée de Schroeter. C'est par là, c'est une rainure très marquée. Donc il y a l'image le, dans l'article. Et puis, bah, du coup, on voit l'étoile faux maillot du poisson austral qui est ici, là, qui va passer au méridien à la minuit, justement. Bah, mettons-nous-y à la minuit, comme ça. Nous sommes le 5 septembre. La minuit, c'est 1h49 cette semaine. Enfin, en fin de le 7, c'est à 1h49. Donc ça, c'est faux maillot du poisson austral. Comme elle est très isolée, on la remarque bien. Et puis, dans la foulée, on remarque bien aussi, au sud-est, Divda de la baleine, donc la tête de la baleine. Et en dessus, il y a Saturne. Donc là, c'est facile à identifier ces étoiles. Donc nous sommes en milieu de nuit, allons voir le nord. À l'est s'élève Aldébaran. Uranus est levé, se lève vers 20, entre 23h30 et minuit, sous les Pléiades. Donc facile aussi à chercher. Évidemment, cette semaine, surtout en fin de semaine, bien sûr, avec la Lune, c'est pas le moment de chercher à voir Uranus et Neptune, bien entendu, c'est pas le meilleur moment. Bon, vous remarquez l'étoile Aldébaran, vous remarquez Capella du Cocher, très très brillante. Et au nord, ben voilà, qu'est-ce qu'on a au nord en milieu de nuit? Là, je trace la grille azimutale pour qu'on voit jusqu'au zénith. Donc le zénith, c'est le sommet de la voûte céleste. Et donc nous avons la grande ours, la casserole passe sur l'horizon, comme elle rase l'horizon. En haut, nous avons qui culmine Cassiopée et Céphée. Et ce qui est remarquable, allons au lendemain, c'est que les deux gardes de l'ours, c'est-à-dire Mérac, non c'est Doubé et Mérac, voilà, ou Mérac et Doubé, qui sont les deux qui repèrent pour trouver l'étoile polaire, ce jour-là, à ce moment-là, passe
voilà, passe exactement au nord à la minuit, au minuit vrai, 2 minutes de moins. Voilà. Et donc, c'est le 0 heure du nocturlab de l'année. C'est-à-dire qu'à partir de ce repère, sachant que c'est le 6 septembre, voilà, minuit, au milieu de la nuit, que les deux gardes sont alignés, se passent à leur culmination inférieure, donc sont pile au nord, sous l'étoile polaire. Je sais pas si c'est le lendemain, c'est mieux. Ah, c'est. Ouais, bon, voilà, c'est le 6, ah oui, j'étais sur le 5, c'est pour ça que c'était pas très serré. Donc le 6 septembre, c'est environ 2 heures du matin, un petit peu avant, 9, eh bien, les deux gardes de l'ours sont sous l'étoile polaire. Et c'est le 0 heure du nocturlab. Comme chaque jour, les étoiles prennent 4 minutes d'avance. Ensuite, si vous savez que le 6 septembre, c'était le 0 heure, ben dans la nuit, après, vous pouvez retrouver l'heure en repérant l'écart où en sont les gardes par rapport à l'étoile polaire. Et donc, ça vous donne comme les aiguilles d'un cadran. Ça, c'était l'horloge nocturne des anciens. Alors, on n'y reste plus beaucoup de temps. Voilà, ben, alors la pleine lune, on va se tourner vers le côté du levant pour voir la pleine lune se lever donc le 6 septembre au soir. Donc, attendez, je fais une petite manip, je vais au 7 d'un seul coup et je reviens en début de nuit. Voilà, le 6 septembre, parce que bien sûr, on va l'observer. Ah oui, le 6 et c'est surtout le 7 en fait, hein. Alors le 6, le 7, le jour de l'éclipse et de la pleine lune, puisque la pleine lune a lieu à 20h14, comme je vous l'ai dit. Donc 20h50, la lune est levée. Et elle est. Ah non, c'est le 7 que je veux. Ah, le 7, voilà. Oui, vous avez vu la différence? Là, elle est rouge aujourd'hui. Le 7 septembre, elle se lève, elle est rougie. Alors, au début, ben, il fait encore bien clair parce que le soleil vient juste de se coucher. Le soleil se couche à 20h17 pour 3 minutes après le lever de la lune. Quand la lune se lève, le soleil n'est pas encore tout à fait couché. Donc vous avez cette lune rougie qui se lève d'un côté, tandis que le soleil, rougissant également, bien sûr, par l'horizon, se couche à l'opposé exactement. Et on va suivre jusqu'à 9h moins 10, 20h39, voilà, 20h46. La lune est toujours en éclipsée, elle est dans l'ombre complète, et elle va commencer à sortir, voilà, de l'ombre à partir de 20h50. Là, elle est dans l'ombre. Là, elle sort de l'ombre. Puis après, elle va être dans la sortie de l'ombre. Et puis ensuite, sortie de la pénombre. C'est à peine visible, ça. Voilà. Et vous voyez, elle est tout près de Saturne, à laquelle elle est conjointe le 8, le lendemain, ainsi que Neptune, bien entendu. Voilà. Alors, j'ai peut-être arrêté le partage, pas forcément. Partager plutôt les images de ma sélection de la semaine. Voilà. Alors, ben ça, c'est la Lune. Ça, c'était la vallée de Schroeter que je vous ai montré tout à l'heure. À remarquer le 5 septembre vers 0 heure, donc nuit du 4 au 5 septembre, lever de soleil. Et ici, cratère Ptolémée, ça, c'est la nuit du 31 au 1er septembre. Donc, le 31 au soir. Voilà, Ptolémée, Alphonsus, Azarchel, lever du soleil sur la Lune. Alors, ça, c'est une petite photo de Loïc qu'il a prise le 4 août, donc sur ben, une lune à peu près dans le même état, la précédente, lever de soleil, donc au 10e jour à peu près de la lunaison. Ici, le golfe des Iris, le cratère Platon, voilà, la mer des crises, la mer de la sérénité, de la tranquillité, des humeurs, etc. L'océan des tempêtes. Et donc voilà, petite photo du cru de Loïc, de la Lune. Ça, c'est soleil levant, non, soleil couchant, pardon, de hier, si je ne m'abuse. Donc, aujourd'hui où j'enregistre, donc du 28 août. Et alors, ce soleil plein de taches, là, ouais, il a eu une très, très forte regain d'activité cette semaine. Il y a 200 taches, donc le 29 août.
Et on en voit plein à l'œil nu, c'est amplifié par le fait que ce soit au couchant. Et vous voyez, tout ça, c'est des taches captées en direct sur une photo de soleil couchant. Et une grosse tache, malgré tout, ça a fait qu'une éruption de classe M. Mais là, aujourd'hui, il y a 200 taches, 13 groupes, en 13 groupes. Globalement, le maximum a quand même été atteint en octobre 2024, hein. On n'a pas eu d'éruption de classe aussi forte depuis, c'était X9. Depuis, il n'y a pas eu aussi fort. Et ça descend voilà, avec des hauts et des bas, bien entendu. Donc la semaine dernière, ça avait vachement descendu, il n'y avait plus que 59 tâches. Et cette semaine, il y en a 200. Alors ça, c'est Mars. Il y a le robot Curiosity qui se promène sur Mars, toujours, n'est-ce pas? Il arrive sur cette faille, donc photographie de Mars par le rover Curiosity. Toujours intéressant. Et la fameuse comète qui fait peut-être couler beaucoup d'encre, on se demande, elle a un comportement étrange justement, cette comète 3-1. 3I Atlas, non c'est, oui, 3I Atlas. Donc c'est un programme de détection de comètes, hein, Atlas. Donc ça c'est une photo du 21 juillet par le télescope Hubble. Et puis depuis, il y a James Webb qui regarde aussi. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette comète a un comportement anormal, car normalement, la queue d'une comète, elle est opposée au Soleil, toujours. Voilà. Donc, toujours opposée au Soleil, voilà comment ça se comporte une comète normalement. Celle-ci, c'est le contraire. Sa queue est dirigée vers le Soleil. Déjà, c'est bizarre. Enfin, ce qu'on voit de sa queue, bien sûr. Il y a toujours que de poussière et que de gaz. Alors oui, alors aussi, on détecte bien les mêmes éléments que dans les comètes, c'est-à-dire H2O, de l'eau, du CO2, dioxyde de carbone et du CO tout court, monoxyde de carbone, mais les ratios entre CO2 et le carbone, pas du tout les mêmes que l'ensemble des comètes. Il n'y en a qu'une qui jusqu'à présent défraye aussi la chronique enfin, sort du ratio moyen. Et donc, c'est bizarre, cette comète. Voilà. Elle est bizarre. On ne sait pas. Elle vient d'être vue par James Webb Télescope. Voilà. Et on voit l'hydrogène. Bon, les amis, je vous quitte. À tout à l'heure pour les commentaires astrologiques sur l'œil de crocodile, photo de Loïc dans la constellation des chiens de chasse, une petite galaxie. Merci pour tout, de nous avoir suivis jusqu'ici. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 16 heures pour le bulletin astronomique. Merci Christophe. Bonne semaine.